J'enlevai rapidement ma montre, mon alliance et les autres bagues que je portais, les remis à ma mère. Ensuite, je partis avec eux vers la voiture. Un autre militaire, qui venait souvent chez moi, et qui était du même village que le père de mes filles, s'aplatit au fond de la voiture dès qu'il me vit arriver. Il avait l'habitude de m'appeler belle-mère à cause d'une de mes filles qu'il disait vouloir épouser quand celle-ci était toute jeune. Belle-mère, cria-t-il, ne sachant où se mettre. Tu fais ton travail, ça ne fait rien, lui dis-je comprenant sa gêne. Mais où m'emmenez-vous ? On a reçu l'ordre de vous amener au camp Alpha Yaya. Mais au préalable, nous allons passer à Bellevue pour prendre un autre de vos collègues ministres. Je suis à votre disposition. En partant, je dis à ma mère que je lui confiais la famille et les autres parents. Mes filles et les enfants de mon frère, qui étaient à la maison, se mirent à pleurer. Ma mère leur demanda d'être courageux et de prier pour moi plutôt que de pleurer. Nous avions traversé la ville pour arriver à Bellevue. Le commandant et les sous-officiers descendirent avec 2 autres militaires armés jusqu'aux dents. Pendant que les militaires cherchaient mon collègue, j'aperçus le chauffeur de mon frère que j'interpellai pour lui dire d'annoncer à son patron qu'on m'avait arrêté et que je souhaitais qu'il veille sur la famille. De peur d'être lui aussi interpellé par les militaires, il partit précipitamment. Les militaires se dirigèrent chez le ministre et revinrent sans l'avoir trouvé. Ils me conduisirent au camp Alpha Yaya et m'emmenèrent dans un grand bâtiment. Après avoir traversé plusieurs couloirs, ils me jetèrent au fond d'une pièce très sombre. Restez ici en attendant qu'on trouve vos collègues, m'ordonna le commandant. Dans cette sombre salle, je retrouvai l'ex-secrétaire général de l'Union révolutionnaire des femmes de Guinée, la camarade Sophie Maka. Je fus surprise de la retrouver en ce lieu, car elle avait perdu son poste lors du dernier congrès. Elle n'était plus la secrétaire générale de l'Union. Je lui demandai la raison de son arrestation. Elle me répondit qu'elle n'en savait rien, qu'on ne lui avait même pas laissé le temps de s'habiller ni de porter un soutien-gorge. Et elle commença à pleurer. Je lui dis qu'il ne fallait pas, car j'étais persuadé que c'était une erreur et que dès qu'il se rendrait compte qu'elle n'était pas la secrétaire générale, il la libérerait. La porte de la salle s'ouvrit quelques instants après et on y jeta le vice-gouverneur de la banque, la camarade Kesso. Je n'avais aucune idée de l'heure car la pièce était très sombre. Mais il devait être tout de même tard quand on vint libérer la camarade Sophie Maka et je demeurai avec la camarade Kesso. On ne pouvait rien voir, mais on entendait beaucoup de bruit venant de l'extérieur, ce qui nous faisait penser qu'il y avait beaucoup de mouvement dans la cour du camp. Fatigué, énervé, je finis quand même par sombrer dans le sommeil. Quelques heures plus tard, je me réveillai en sursaut. « Levez-vous, levez-vous » venait répondre à l'appel. Quelqu'un cria. La camarade Kesso et moi-même sortîmes de la salle. On nous conduisit vers un mini-car où étaient déjà installés plusieurs camarades membres du gouvernement et du comité central. Nous étions les seules femmes parmi ces hommes. Les militaires leur ordonnèrent de se serrer pour nous laisser de la place et nous partîmes du camp. Il faisait sombre dans le car qui n'avait pas de fenêtre. On ne pouvait pas voir ce qui se passait à l'extérieur et personne ne pouvait nous voir non plus. Le car prit la direction de Conakry 1. Nous arrivâmes jusqu'à la limite de l'hôpital Donka et le car tourna à droite. Je ne voyais rien. Mais comme j'habitais le quartier, je connaissais sa configuration et je soupçonnais où l'on nous amenait. Un des collègues, assis à côté de moi, me dit qu'il pensait qu'on nous amenait au camp Boireau. Dans le car qui nous conduisait, des camarades, qui avaient aussi des responsabilités mais qui n'étaient pas membres du bureau politique, racontèrent qu'ils n'avaient rien à voir avec le gouvernement. Je leur dis que je ne voulais pas faire la morale, mais qu'il leur fallait avoir un peu de dignité et de courage. Nous, les membres du bureau politique, n'avons rien fait non plus. Notre seul crime était d'avoir été membres du gouvernement. Nous devions tous garder notre sang-froid et surtout ne pas nous renier comme ils le faisaient. « Ferme-la, ferme ta bouche. Toi, la femme là, tu parles trop. Si tu ne t'arrêtes pas, je t'envoie la baïonnette dans le ventre, » me menaça un militaire.
Fais-le. Pendant que tu y es, fais-le, lui dis-je en guise de défi. On nous conduisit effectivement au camp Boireau, au fond dans une grande salle, où était déjà installé tout un groupe de militaires prêts à nous interroger. On me jeta dans l'une des cellules du camp, et on emmena la camarade Quesso dans un autre. Un peu plus tard, ils revinrent nous sortir et nous annoncèrent qu'ils allaient nous ramener chez nous le soir. Le capitaine Sékou et un de ses collègues vinrent nous chercher de nouveau après une journée dans ce camp. Ils me déposèrent la première, puisque je n'habitais pas loin, et partirent déposer la camarade Quesso. Ma famille était heureuse de me voir de retour. Mes filles partirent chercher de l'eau de mer et on me demanda de me baigner pour conjurer le sort. D'après la tradition, c'est ce qu'il fallait faire quand on sortait de prison. Après le bain, maman me donna à manger pour que je reprenne des forces. Mais je n'avais pas faim. J'étais déçu, écœuré, de ce que j'avais vu dans le car qui nous transportait au camp Alpha Yaya et au camp Boireau. Notre joie, à ma famille et à moi, fut de courte durée, car à peine réinstallée, la même équipe qui m'avait ramené à la maison se présenta chez moi et me demanda de revenir avec elle. Résigné, je m'embarquai avec elle, préoccupé par ce qu'il adviendrait de moi. Mais j'avais la foi et je n'avais pas peur. Je quittai ma famille une fois de plus pour retourner avec les militaires. Dans la jeep où j'embarquais, je retrouvai Adjan Fanli Quesso. De mon domicile, non loin, on nous conduisit directement au camp Boireau. Une fois au camp, les militaires nous menèrent, Adja Quesso et moi, au fond de la cour où se trouvaient les cellules. Ils nous jetèrent dans l'une d'elles. Elles étaient complètement vides et sombres, sans une natte, sans même un vieux carton. Il y avait seulement 4 murs, un toit très haut et un sol nu. Mes larmes coulèrent et je dis : « Comme les gens peuvent être méchants. Qu'avons-nous fait, Adja Quesso et moi ? » Je pleurais de rage. Je finis par me ressaisir, car j'eus honte de cette faiblesse devant Adja Quesso, qui avait l'âge de mes enfants. Je devais être plus courageuse. Quesso et moi restâmes longtemps assis sur le sol, essayant de comprendre ce qui nous arrivait. Me rappelant les pénibles heures passées la veille au camp Alpha Yaya, je m'étais habillé en conséquence. Je portais un pyjama, 3 pagnes, une camisole et un grand boubou. Peu à peu, mes yeux s'habituèrent à l'obscurité. Je commençais à mieux voir l'intérieur de notre cellule. J'enlevai donc le grand boubou que je portais et l'étalai sur le sol nu pour que nous puissions nous y asseoir ou nous coucher. De la rue nous parvenaient les cris des badauds, le bruit des sirènes, des voitures militaires et par moments celui des rafales de fusils mitrailleurs résonnait. Nous restâmes assises l'une à côté de l'autre sans trouver le sommeil. La grande mosquée Faisal, n'étant pas loin du camp Boireau, vers le matin, nous entendîmes l'appel du muezzin à la prière.